Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ruben Tayeb, figure incontournable de LinkedIn. Salut Ruben, comment ça va ? Hello Caroline, ça va super bien et toi ? Ça va, je suis ravie de te retrouver. Alors pour tous ceux qui connaissent LinkedIn, vous avez certainement déjà vu passer Ruben. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu brièvement ton aventure LinkedIn puisque tu fais un peu partie des vétérans ? Ah, merci beaucoup. Déjà, merci de l'invitation, c'est ouf. Je te vois partout, c'est toi la nouvelle star en vrai. Hein. La relève. Elle est là, elle a déjà commencé. Concrètement, moi j'ai commencé LinkedIn le 19 février 2019. Et j'étais commercial dans une agence de référencement naturel classique. En l'espace d'un an, j'avais déjà accumulé un petit peu plus de 35 000 abonnés. Tu vois, j'avais fait 15 millions de vues, plusieurs centaines de milliers de commentaires. Donc, c'était plutôt cool. Et donc, très rapidement, j'ai monté mon agence Le Cocon pour accompagner les entreprises à créer et à déployer leur stratégie sur LinkedIn. Et pendant des années, on a vraiment travaillé le côté branding, publication et dernièrement sur le développement commercial. Et je me suis repositionné en septembre sur deux choses. La première, c'est vraiment la formation des équipes commerciales à utiliser LinkedIn comme un outil de génération de leads et aller chercher du business. Et la deuxième presta, c'est surtout de la gestion de compte de dirigeants, donc du recrutement d'abonnés, de la publication, de la ligne édito pour des dirigeants, on va dire start-up, levée de fonds ou revente, et des dirigeants de grosses boîtes type Century 21 par exemple ou La Poste. Tu nous parles quand même tout de suite de 35 000 abonnés, de millions de vues, donc il y a eu un effet boule de neige. Une des croyances limitantes qu'on a souvent, c'est de se dire en fait l'âge d'or de LinkedIn est bel et bien fini et c'est un petit peu comme Facebook finalement, on est en train d'arriver à maturation et est-ce qu'il y a encore de la place pour tous ? Est-ce qu'il faut déjà avoir de l'audience pour faire de la portée sur LinkedIn ? Non. Non, d'ailleurs, moi j'ai commencé, tu vois, j'avais pas d'abonnés, j'avais rien, et par contre, j'avais en effet l'objectif de publier une fois par jour. Donc, c'est vraiment la première chose que je me suis mis en tête, c'est d'avoir une récurrence dans la création de contenu et ne pas se limiter à juste quelques posts de temps en temps quand on veut, etc. Donc, ça, c'est une base. Mais la première chose vraiment à faire sur LinkedIn, c'est optimiser son profil LinkedIn. Donc, il y a quelques éléments à savoir qui sont vraiment primordiaux pour LinkedIn et pour la création de contenu en général. Déjà, il faut connaître son score SSI. Donc, le score SSI, c'est le score de Social Selling Index qui est basé sur 4 paramètres. Je les détaillerai pas maintenant, mais concrètement, on a créé un groupe l'année où j'ai commencé d'à peu près 200 personnes où on a ratissé point par point pour savoir comment les optimiser. Et tu vois, on est monté, moi je suis monté jusqu'à 92 sur 100. Qui est la note de LinkedIn. Et en fait, à 92, son profil, il ressemble à rien. Il y a des liens partout, tout est décrit, il y a du texte, etc. Donc, j'avais rempli toutes les parties du profil. Et du coup, en termes de lisibilité et aussi pour une question d'image, surtout, je suis redescendu à 70. Et puis, par contre, on a vu plusieurs choses. C'est qu'au-delà de 70, 75, il n'y a aucun impact sur ta visibilité. En fait, c'est surtout sur ton nombre d'abonnés que ça va se jouer. Et tu regardes principalement ça. Après, il y a un point que tout le monde devrait savoir et devrait faire sur le démarrage, c'est des paramétrages techniques du profil qui vont permettre, tu vois, en fait, c'est des choses un peu basiques, mais qui vont permettre d'ouvrir ton profil au public. Par exemple, tu vas activer tu vas sur ton profil, il y a marqué voir le profil public et l'URL. Tu vas sur ton profil et il y a marqué voir le profil public et l'URL en haut à droite sur ton PC. Et en fait, il y a marqué, quand tu es sur cette page et que tu cliques dessus, il y a marqué optimisation de l'URL du profil. Donc ça, c'est une première chose à faire.
enlever les chiffres et mettre le nom et le prénom ou le nom et l'activité, tu vois, vraiment référencement, mots-clés. L'activation de la visibilité publique aussi du profil, que tout le monde puisse voir ta photo de profil, c'est bête, on n'y pense pas, on croit que c'est, en fait, on le voit pas nous, mais il y a des personnes des fois, quand vous allez, quand tu vas les ajouter en fait, ils voient pas ta photo de profil, donc ça va, tu vois, ça va impacter directement pas mal de paramètres. Et ensuite, toute la visibilité publique de toutes tes expériences, de tout ton contenu, de tout ça. Et puis ensuite, dans les profils, dans les paramètres préférences et confidentialité, il y a 5 points vraiment qu'il faut absolument activer. La première, c'est la désactivation de la partie autre page consultée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une corrélation sémantique qui se fait entre les profils des autres membres et le tien. Et donc, sur la droite de ton profil, il y a marqué autre page consultée et il peut y avoir des concurrents. Donc ça, il faut absolument l'enlever. Deuxièmement, c'est de l'ajout de l'adresse mail professionnelle en adresse mail principale. C'est bête, on n'y pense pas. Mais en fait, quand vous allez sur un profil et vous cliquez sur coordonnées et qu'il y a votre adresse mail personnelle, bah, tu vois, c'est un peu compliqué derrière de pouvoir le contacter sur son mail pro. Il y en a pas mal qui n'osent pas contacter sur le mail personnel. Et le dernier point qui est hyper important, c'est l'activation de la réception des messages de tout le monde. Tu vois, des fois, on n'est pas connecté, la personne ne peut pas se connecter ou ne sait pas comment faire. Et par contre, on peut activer la réception des messages. Ça, c'est dans les préférences et confidentialité. Et également la confirmation de lecture pour savoir quand un message a été lu ou pas. Tous ces éléments, c'est des choses qu'on ne pense pas à faire dès le début, mais en fait, qui vont vraiment te permettre, tu vois, moi, ça m'a permis en tout cas d'être beaucoup plus vu et de ne pas avoir de limitation. Et de pas, tu vois, sur 100 personnes, en avoir 20 qui se disent je vois pas sa photo de profil, ou sur 100 personnes, ne pas en avoir 40 qui se disent je peux pas lui envoyer un message, je peux pas me connecter. Donc, tu vois, tous ces éléments, c'est vraiment au moins la base pour se lancer, hein, en fait, tout simplement en création de contenu. Et après, il faut publier, hein. J'adore ce que tu dis sur le SSI. On va y consacrer un épisode très bientôt, un épisode entier, parce qu'il y a aussi mille et une légendes qui courent sur le sujet. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, parce que je vous entends, oh là là, c'est un peu technique, retenez grosso modo que si vous êtes au-dessus de 60%, vous allez avoir un impact bénéfique sur la portée de vos posts. Grosso modo, c'est ça. 60%, c'est ça, ouais. C'est la moyenne. C'est ça, exactement. Ok, au top. Et alors, du coup, la partie numéro 2, avant de parler des posts, moi, j'aimerais qu'on parle de le grand mystère LinkedIn, le truc qui fascine tout le monde, les invitations et la prospection LinkedIn. Et en général, sache que c'est des questions que 90% des gens, moi, en tout cas, me posent. C'est comment améliorer, en fait, son taux d'acceptation, comment faire des messages qui engagent. Parce que finalement, tu vois, le fait que le réseau soit saturé, on a tous le même problème. On n'en peut plus de recevoir des invitations, on n'en peut plus de recevoir des messages. Donc, comment, toi, tu fais la différence? Et je sais que tu as bossé sur beaucoup de campagnes de prospection. Tu es un des rares que je connaisse qui a fait aussi de l'acquisition payante. Comment est-ce que toi, tu utilisais LinkedIn pour convertir? Nous, on a accompagné un peu plus de 150 clients en 2 ans. Je ne devrais pas le dire, mais on a envoyé, je pense au total, grosso modo, un petit peu plus d'1 million de messages sur l'ensemble de nos campagnes. C'était toi. Je suis responsable des messages de prospection. Par contre, il y a un sujet vraiment sur lequel on a travaillé toutes ces années, c'est de trouver les bonnes personnes. Et en fait, si tu veux, il y a 2 choses. Il y a trouver les bonnes personnes. Il y en a même 3. Trouver les bonnes personnes, avoir la bonne offre, le bon produit et le bon discours, et arriver au money time. Ce que j'appelle le money time, c'est le client a un projet déjà en cours ou a le projet de faire appel à un freelance ou a déjà fait appel à des freelances ou à des entreprises ou à des offres. Et en fait, ils ont déjà enclenché la chose, défini un budget, tu vois. Et toi, tu arrives à ce moment-là et ils disent trop cool, on y va. Et sur ces 3 choses, il faut faire très attention à bien les travailler. Donc, par exemple, le premier, c'est trouver les bonnes personnes. Il y a 2 façons de faire. Soit on le fait à la mano, avec des messages ultra personnalisés. On regarde l'actualité de la personne, on va interagir sur son contenu et on lui envoie un message de prospection. Et la deuxième façon, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus en bulk, en gross, où là, tu vas activer des outils d'automatisation qui sont interdits par LinkedIn, qu'on soit clair, hein, il faut bien être conscient de ça. Il faut le savoir, il y a un risque que LinkedIn mette une fin à cette campagne. Et du coup, sur le ciblage, c'est la même chose.
Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser Sales Navigator. Sales Navigator, LinkedIn Sales Navigator, c'est l'outil payant. C'est un coût d'environ 80 € par mois. C'est extrêmement cher pour des freelances, beaucoup moins pour des entreprises qui ont un budget. Mais c'est l'accès à la base de données de l'ensemble des membres de LinkedIn. Et puis, pour le coup, autant on peut se dire que c'est cher, autant en fait, j'ai l'impression que c'est un des outils qui a le plus de rentabilité. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer tout simplement en prospection. Il est ultra rentable. Ouais, clairement. En fait, tu as accès à tout le monde. Hein. Tu as toutes tes cibles. Et même s'il y a quelqu'un, c'est ce que je dis souvent en formation, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas sur LinkedIn, avec autant de personnes sur LinkedIn, il y a forcément quelqu'un qui connaît cette personne. Tu vois, le Sales Navigator, c'est vraiment la base. Enfin, il y a 3 niveaux de filtres. Il y a des filtres où en fait les choix sont prédéfinis. Par exemple, les fonctions dans l'entreprise, tu vois, fonction comptabilité, fonction commerciale, etc. Il y a des filtres où le deuxième niveau, que j'appelle le deuxième niveau, qui sont, tu vois, les choix de zone géographique, de secteur, où il y a déjà des choix prédéfinis, mais c'est assez long pour pouvoir choisir ce qui nous convient. Et le troisième niveau, c'est le plus libre, c'est par exemple le title jobs, le titre, où là, en fait, tu écris ce que tu veux. Et c'est une opération sémantique, c'est-à-dire que quand tu cibles un directeur marketing, il n'y a pas que directeur marketing. Il y a Head of Digital, Head of Marketing, il y a directrice marketing, directeur marketing et communication. Enfin, il y a plein de postes différents. Je verrai un petit message à Caro pour qu'elle vous partage une liste de tous les titres qu'on a travaillé pendant ces années pour avoir une liste des personnes qu'on peut mettre en recherche. Donc, déjà, de base, si tu veux bien réussir ta séquence de prospection, il faut forcément savoir à qui tu t'adresses et surtout, il faut cibler parfaitement les personnes que tu souhaites contacter. Après, il y a le message. Il faut être conscient que sur LinkedIn, les gens utilisent la messagerie de LinkedIn, mais ils utilisent aussi d'autres réseaux sociaux. Donc, ils n'ont pas le temps à consacrer à LinkedIn au quotidien. Ils n'ont pas des heures et des heures. Donc, il faut être hyper bref. Et en plus de ça, ils reçoivent des dizaines, voire des centaines d'autres messages. Tu vois, je manage le compte d'une directrice marketing d'une grande marque française. Elle reçoit, sans mentir, au moins 40 messages de prospection par jour. Et si j'ajoute tout le monde à son profil, je pense qu'on peut doubler ça facilement. Donc, ce qu'il faut être conscient, c'est que quand vous allez envoyer un message à quelqu'un, il en a déjà reçu un autre. Et sur n'importe quelle offre. Donc ça, c'est définir le message. C'est vraiment très, très important où il faut faire des messages hyper concis, hyper brefs, mettre en même temps un maximum de valeur, un maximum de preuves sociales. Ce que j'appelle les preuves sociales, c'est combien de clients t'accompagnent, quel type de client t'accompagne, quelle marque, etc. Et voilà. Sur la partie message, un petit outil qui est quand même adoré et qui permet tout simplement d'apporter plus de qualité à votre prospection, c'est quand même Crystal Nose. Donc, je l'indiquerai également dans les ressources de l'épisode avec tout ce qu'on vous partage avec Ruben. Mais Crystal Nose vous fait des suggestions en vous disant avec cette personne, vous avez plutôt intérêt à aller droit à l'essentiel ou avec cette personne, il faut mieux enrober. Donc, je vous invite à aller regarder ce petit outil qui peut permettre pour les moins marketeux d'entre nous vraiment d'accélérer en fait sur la partie prospection et de mieux comprendre aussi le travail du marketeur. C'est totalement vrai ce que tu viens de dire parce que j'ai utilisé, je le montrais en formation Crystal Nose, les gens étaient bouche bée, tu vois, en mode mais what, mais comment ils analysent ça, etc. Et en fait, il y a tellement de paramètres que des fois, tu te dis mais où est-ce qu'ils ont pris cette info? Moi, tu t'es analysé toi-même avec Crystal Nose? Non. C'est incroyable. Je te jure, ça te fait ton profil, c'est fou. Mais je te jure, même moi, je lis les messages, je dis mais j'achète. Non, mais c'est génialissime. Et pour le coup, on n'en parle jamais, mais LinkedIn est un outil d'audit incroyable, ne serait-ce que pour comprendre à qui vous vendez. C'est qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, on parle de vendre, mais pour mieux vendre, il faut déjà comprendre sa cible. Regardez les gens qui suivent votre page entreprise. Déjà, vous allez avoir de la donnée démographique. Et puis, en plus, allez regarder où se balade votre prospect. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il like, sa façon de parler aux autres, avec quelles autres pages il interagit, avec quelles personnes il est connecté. Et ça, en fait, c'est dingue de pouvoir avoir accès. Finalement, c'est comme si on avait accès au Facebook aujourd'hui de tous nos clients idéaux, quoi. C'est une mine de ressources incroyable. Et il y a un autre sujet alors toujours dans la même veine, il y a deux choses sur l'ultra personnalisation des invitations. C'est aussi l'engagement des contenus. C'est-à-dire que ce que j'invite mes clients à faire aujourd'hui, c'est de leur dire faites-vous une liste Excel des plus gros profils que vous souhaitez cibler, qui sont très intéressants pour vous. Et passez-y 10 à 30 minutes par jour pour aller liker toutes les publications, commenter toutes les publications, montrez-vous en fait auprès de ces prospects dans un but intéressé bien évidemment, mais au-delà de ça, quand vous voyez des contenus à eux et que vous interagissez, ils vont voir que
vous avez liké, vous avez commenté. Et donc, ils vont vous voir dans leurs notifications. C'est un peu comme une marque que vous voyez 8 fois, enfin, que tu vois 8 fois d'affilée. Au bout d'un moment, bah, tu as de la récurrence et tu te dis, ah bah oui, en fait, c'est lui. Et donc, tu peux chauffer des prospects comme ça assez facilement. Et après, il y a 2 outils qui sont ultra puissants, que ce soit avec Sales Navigator ou la recherche classique. Après, c'est principalement Sales Navigator, c'est EvaBoot. Ah ouais. C'est aujourd'hui, moi, je ne peux plus faire ça, en fait. Ça permet de requalifier une liste Sales Navigator sur la base des filtres qu'on met. En fait, la base des filtres qu'on a mis, des fois, elle n'est pas bonne. Tu cibles des personnes dirigeants d'une société de plus de 500 salariés. Et en fait, il va te mettre le dirigeant d'une boîte de 1 salarié et il travaille aussi en tant que freelance dans une boîte de 500. Et en fait, LinkedIn, il va dire, il coche les 2 cases, donc je te le mets. Mais c'est pas du tout une personne. Et en fait, EvaBoot va venir analyser toutes ces personnes. Et en analysant toutes ces personnes, ça va te permettre d'avoir une liste Excel derrière où il va te dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Et sur les 1500 profils que tu as analysés, bah en fait, il y en a 700 qui sont dans tes filtres et il y en a 800 qui sont pas du tout dans ton scope. Et ça permet de faire des recherches, des ciblages beaucoup plus pertinents. Que ce soit d'ailleurs après pour l'automatisation ou pas, hein. Mais du coup d'avoir cette base de prospects, de l'intégrer dans un CRM, envoyé par mail ou par LinkedIn, mais vraiment EvaBoot c'est assez huge. Et après le deuxième outil, et ben ça va être Wallaxy, l'outil d'automatisation, ou Lemlist aussi le fait en termes d'automatisation, qui sont 2 très bons outils qui vous permettent de faire un cross-selling, un cross-canal, à la fois par mail et à la fois par LinkedIn. Donc, tu vas pas te faire des amis parce que là, tu as cité les 2 gros concurrents. Prospecting et Lemlist, ils sont meilleurs copains. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi sur EvaBoot. Juste pour ceux qui nous écoutent, quand tu dis requalifier, parce que parfois on utilise un peu du jargon, tout simplement, imaginez que c'est quelqu'un qui vous fait le nettoyage de votre liste Excel et qu'en fait, il remet tout dans les bonnes cases, un peu comme ce que nous, on faisait avant à la main et qui prenait plusieurs heures et qui en plus n'apportait que très peu de valeur. Les tâches un peu répétitives, c'est celles-ci qui ont beaucoup de valeur à être automatisées. Donc, merci Ruben. Effectivement, EvaBoot pour cleaner vos fichiers Excel, pour tout nettoyer, mettre tout dans les bonnes cellules. Et puis après, un petit Lemlist pour la partie quand même activation cross-canal, c'est-à-dire pouvoir connecter ses emails tout en soufflant une invitation LinkedIn, une visite sur le profil LinkedIn, ça vous permet de créer des scénarios. Et puis, moi, j'adore Prospecting qui maintenant a été intégré à Wallaxy. Donc, en fait, pour ceux qui nous écoutent, avant, c'était Prospecting. Maintenant, c'est un petit peu plus complet. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vous mettent des scénarios préfaits. Et du coup, vous n'avez plus besoin de vous occuper de votre séquence de prospection. Vous pouvez tester différentes choses. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Ruben, mais on est là à un stade où n'importe qui peut faire une campagne de prospection qui engage. Tout à fait, 1000 fois. Et en plus, je vais rajouter un petit point sur les messages à envoyer avec ces différents outils. La première, c'est un truc qu'on a utilisé pendant des années, pendant 2 ans, avec la plupart de nos clients, chez qui on n'arrivait pas à bien identifier, on n'arrivait pas à bien identifier les cibles. Et même quand on identifiait bien les cibles, on n'arrivait pas à trouver le décisionnaire. Du coup, ce qu'on faisait, c'est quand on adressait un message aux entreprises, on leur demandait systématiquement « Bonjour, pourriez-vous m'orienter vers la personne en charge de ce sujet en interne ?» Et je décrivais l'activité après. Et après, j'utilisais un outil d'enrichissement de contacts et de numéro de téléphone pro qui s'appelle Casper. Il y a Lusha également. Il y a d'autres outils comme ça depuis LinkedIn et qui permet, en fait, une fois qu'on nous a donné un nom, d'aller identifier la personne sur LinkedIn, de trouver son mail et de lui adresser un mail en disant qu'on vient de la part de la personne qui nous a donné l'info. Ça, c'est très chronophage parce que forcément, faut traiter tous les messages, leur dire merci, leur dire que je vais la contacter de votre part, etc. Mais de trouver le mail, de nouveau le numéro de téléphone, de se fabriquer des listes, mais c'est tellement puissant parce qu'en fait, la personne qu'on va contacter a l'illusion qu'on vient d'une autre personne qui, sans trucage, nous a donné son accord. Et donc, sur cette base-là, on peut aller contacter les décisionnaires directement en ayant cet effet brise-glace qui, comme on vient de la part d'une autre personne,
permet tout simplement d'engager la discussion directement. Et ça, c'est juste incroyable. Je pense qu'on a fait les plus belles ventes pour ça. Par exemple, on a mis en relation Back Market avec Samsung aux États-Unis grâce à cette façon, ce qui leur a permis aussi d'aller chercher du stock de matériel reconditionné. Bah ça, c'est clair que quand, en plus d'avoir quelque chose en commun, une thématique, un groupe, tu peux avoir quelqu'un qui t'introduit directement, l'effet de recommandation, c'est clair, il est surpuissant. Et alors, pour ceux qui voudraient, du coup, à partir d'une campagne qui déjà est efficace, sans investissement payant, comment est-ce qu'on appuie sur l'accélérateur? Est-ce que c'est un mythe que la publicité LinkedIn n'est pas rentable? Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe. Mais après, on peut en discuter, mais je trouve qu'il y a un paradoxe entre je peux trouver grâce à ces navigateurs toutes les cibles, leur nom, leur prénom, et de l'autre côté, LinkedIn Ads le permet pas. Et donc, pourquoi j'irais mettre du budget sur de l'Ads alors que je peux trouver tout le monde avec 16 navigateurs qui me coûtent 80 € par mois et par contre beaucoup de temps. Donc, c'est là qu'intervient vraiment le sujet je dépense en Ads ou pas. C'est est-ce que j'utilise déjà ces navigateurs et mon équipe commerciale l'utilise déjà pour venir exploiter l'Ads. Et il y a des boîtes qui ont du budget et qui le font. Alors, si on n'a pas à minima 500 € de budget pour LinkedIn Ads, c'est pas la peine de l'utiliser parce que l'intelligence artificielle derrière saura mal calibrer les personnes qui auront cliqué ou pas, en sachant qu'il faut installer un panel de Insight Tags qu'on appelle en fait juste des tags, des paramètres qui sont connectés directement avec le site internet sur lequel renvoient les publicités. Et en fait, sur cette base-là, l'ordinateur, l'intelligence artificielle derrière, peut nous rediriger vers les profils qui convertissent le plus. Donc, en fait, je sais que j'ai dépensé 500 €. Sur les 500 €, il y a 8 profils qui ont ultra bien converti. En fait, sur la prochaine campagne de 500, l'ordinateur, l'intelligence artificielle va dire, je vais utiliser ces 500 € pour cibler les profils qui sont ressemblants aux 8 qui ont converti. Donc, l'investissement qu'on met dans du LinkedIn Ads, il faut savoir que c'est assez long. Après, il y a trois formats que j'aime bien en LinkedIn Ads. Il y a l'email. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un message qui arrive directement dans la boîte de messagerie des cibles qu'on a trouvées sur LinkedIn. Derrière le rideau, ça convertit parce que côté utilisateur, c'est abominable. C'est atroce de recevoir un email. Enfin, c'est comme si, en fait, il y avait un commercial qui glissait son pied dans la porte de chez toi. Je trouve que vraiment, le format, il est tellement publicitaire. Justement, trop intéressant. Ça fonctionne? En fait, ça fonctionne extrêmement bien quand l'offre, elle est pertinente pour celui qui l'ouvre. Et pour être honnête, il y en a 90 sur 100 qui vont être mis à la poubelle. Il y en a 9 sur 10 qui ne correspondent pas du tout à la cible ou du moins aux besoins exprimés au moment où ils le reçoivent. Et il y en a un qui va convertir. Moi, je l'ai utilisé sur de la formation LinkedIn. Ça a très, très bien marché. Ça a très bien fonctionné. Après, il faut augmenter aussi le budget par email. Ça coûte 10 centimes, mais il faut le monter à 40, 50 centimes pour vraiment avoir du résultat. On est sur des budgets qui sont assez chers, mais quand on a un très bon ciblage, notamment sur les cibles qu'on active à l'intérieur du LinkedIn Campaign Manager, ça fonctionne. Et d'ailleurs, Payfeed l'utilise beaucoup, Conto l'utilise beaucoup, tu vois. Par contre, c'est sûr que c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que si tu n'adresses pas la bonne personne au bon moment, la personne s'en fout et le fout dehors. Par contre, pour ceux pour qui ils en ont vraiment besoin, là, ils répondent tout de suite et ça fait partie des techniques d'acquisition qui fonctionnent. On devine qu'en fait, tu n'as pas la friction de devoir connecter puisque tu es déjà dans la messagerie et c'est un peu pas une coïncidence si cette année, quand il y a eu le Facebook Summit, ils ont expliqué qu'eux, ils recentraient beaucoup de leur régie publicitaire autour de la fonction message. Donc en fait, il y a beaucoup de friction au début, mais si tu arrives à avoir le bon message et à être ouvert, en fait, tu es déjà directement en connexion directe avec ton prospect. Ouais, et tu vois, pour être très honnête, regarde, si tu envoies une campagne de connexion automatisée, tu vas envoyer des demandes d'invitation. Sur ces demandes d'invitation, tu vas en envoyer 100. Okay. Sur les 100, si tu as un bon taux de conversion, nous, un taux moyen qu'on avait, qui était un bon taux, c'était 25%. Sur les 100, il y en a 25 qui acceptent. Autrement dit, ton taux de délivrabilité de message, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont lire le message, il y en a 25 sur 100. Ensuite, sur ces 25, on avait un taux de réponse environ à 50%. Donc, ça fait 12,5 réponses sur la centaine de personnes à adresser. Et sur ce taux de 50%, on avait environ 5% de conversion en rendez-vous. Je dis bien en rendez-vous et pas en contrat, d'accord? Donc, sur les 12,5, tu avais environ 1 à 2 personnes
qui prenaient rendez-vous avec toi. Donc, tu vois, sur 100 personnes, tu as une personne qui prend rendez-vous. Sur les emails, tu as un taux de délivrabilité à 100%. Donc, en fait, sur cette base, si tu appliques un taux d'engagement ou un taux de clic à 50%, tu as déjà 50 personnes. Et si tu appliques les mêmes taux, tu arrives à 5%, donc tu arrives à 5 rendez-vous. OK, sur 100 personnes, ça ne vaut pas le coup. Tu en as un ou deux ou tu en as 5. Mais sur 10 000, là, ça change et tu en as entre 200 et 500. Donc, ça fait 300 rendez-vous supplémentaires. Si demain, je lançais une campagne, j'utiliserais ce format pour en fait, convertir, amener vers une autre page. Et en fait, ce que je ferais, c'est que je dirais, j'ai un événement à te proposer, ce serait une invitation à un événement, ce serait un truc, en fait, ultra catchy. Et derrière, j'irai convertir. Mais effectivement, c'est ce que tu nous as dit. Vous faites une offre alléchante par email. Non seulement vous avez la délivrabilité, et puis vous êtes certain de convertir derrière, en tout cas sur la première étape de votre prospection pour aller chercher un email, un premier contact, un premier rendez-vous. Exactement. Comme ça. Okay. Sur la partie Gen Lead, ça demande des gros budgets. Moi, j'ai des clients qui convertissent à 800 €, mais comme ils vendent des prestations à 4 000 € par mois, forcément, c'est plus intéressant pour eux et ils utilisent tous les canaux. Donc, forcément, pour eux, c'est qu'un canal supplémentaire et ça leur permet d'avoir aussi du retour sur investissement de manière un peu différente. Il faut être conscient que LinkedIn Ads, c'est pas la priorité. C'est-à-dire que quand vous avez du budget, dépensez pas dans LinkedIn Ads en priorité. Par contre, si vous mettez déjà de l'investissement sur d'autres canaux d'acquisition, là, ça devient intéressant. Comment est-ce que tu advises tes clients pour poster sur LinkedIn, que ce soit des pages entreprises ou des profils personnels? C'est quoi les règles d'or? J'ai eu une information un jour de LinkedIn, des équipes de LinkedIn Marketing Solutions. Il faut savoir qu'il y a plusieurs départements au sein de LinkedIn. Et en fait, ils m'ont appuyé une chose, c'est que naturellement, il y avait 5000 vues maximum hors interaction sur une page LinkedIn en termes de nombre total de vues. On peut aller voir des pages comme Microsoft, comme Nike ou toute autre page qui, d'ailleurs, avec 15 millions d'abonnés, ont 4 ou 5 likes. Et pas parce qu'ils publient plusieurs fois, parce que, en fait, c'est juste que la page limite la visibilité. Et le deuxième point, c'est que sur le profil personnel, on a 4 fois plus de portée, à savoir 20 000 vues hors interaction. La première fois que j'ai commencé à publier, je me suis juste dit, je vais publier une fois par jour. Le lundi, je mettais bonne journée. Et le vendredi, je mettais beau week-end. Le mercredi, j'allais voir Madines, les levées de fonds, et je faisais genre un PowerPoint un peu designé des levées de fonds qu'il y a eu la semaine. Le mardi, je mettais une citation. Et le jeudi, je sais plus ce que je faisais. Ah, je mettais un sondage avec les réactions. Tu vois? Attends, mais Ruben, avec ce planning éditorial, on va recevoir des plaintes suite à l'étude. Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que j'ai découvert un truc qui est vraiment pertinent et qui est facile à mettre en place pour l'ensemble d'une stratégie éditoriale, que ce soit sur une page ou que ce soit sur un profil personnel. Il y a un modèle que j'ai appliqué, qui est le modèle qui est repris d'une phrase célèbre de Oussama Ammar, qui dit qu'un business model d'une startup doit être répétable, duplicable et profitable. Et bien, tu appliques ça du contenu LinkedIn. Et ça fonctionne. Le premier point, c'est qu'il doit être répétable. C'est-à-dire qu'un contenu LinkedIn, la forme qu'il prend, le sujet dont il traite, il doit se répéter. Si tu parles, par exemple, des dirigeants, tu fais des capsules focus sur des dirigeants de différentes industries, mais des dirigeants. Il doit se répéter. C'est-à-dire que si je prends l'industrie de la vidéo, tu dois, ou de la startup, Steve Jobs, type Steve Jobs, type Bill Gates, tu vois, Mark Zuckerberg, etc., tu dois répéter de manière un peu presque illimitée le nombre de fois où tu vas pouvoir publier du contenu sur ça. Typiquement, les membres d'une société, les salariés ou les collaborateurs d'une société, tu peux faire un focus sur eux et répéter par rapport au nombre de salariés ou par rapport au nombre de collaborateurs que tu as. Ça, c'est un contenu qui est dit répété. Autrement dit, tu peux faire un post tous les jours qui parle d'un salarié ou d'un collaborateur. Deuxièmement, il faut qu'il puisse être dupliqué. Autrement dit, si tu fais un focus par salarié, il faut que tu puisses faire un focus par exemple, client ou cas client. Ça, c'est hyper important parce que quand tu vas dupliquer, je te prends l'exemple où tu parles des dirigeants. Si tu parles des dirigeants de l'industrie de la tech, il faut que tu parles aussi des dirigeants dans la semaine d'après ou le lundi, tu parles des dirigeants de la tech. Le mardi, tu parles des dirigeants de l'agroalimentaire. Le mercredi, des dirigeants de la mode, tu vois. Et tu peux en fait dupliquer tous les jours ton modèle et le répéter chaque semaine.
Et enfin, il faut qu'il soit profitable. Si tu vends des pommes, parle pas de four à pain. Ça sert à rien, en fait. Donc, il faut être toujours conscient que les actions effectuées sur LinkedIn en termes édito, il faut aussi que ça te rapporte de la visibilité en fonction de ton objectif. Soit c'est un objectif de notoriété, soit c'est un objectif commercial, soit c'est un objectif de communication classique. Est-ce que tu es d'accord avec la règle 80% d'amour, 20% de vente? Moi, je t'avoue que pendant un an, j'ai mis 120% d'amour et c'était très cool, mais du coup, je le regrette grave. Tu nous as vraiment partagé plein de pépites pendant cet épisode et puis c'est super intéressant d'avoir ton avis parce que toi, tu étais un peu sur LinkedIn avant tout le monde. Et tu sais que d'ailleurs, dans pas longtemps, j'aurai Christelle Defoucault. Oh. Et on va faire un débat justement. LinkedIn, les anciens, la querelle des anciens et des modernes. C'est ma meilleure ennemie, Christelle Defoucault. On se chamaille dans les commentaires. Ah oui, mais moi aussi. Et je trouve qu'elle est vachement maternelle sur ce sujet. Et ça, c'est très cool d'avoir des personnes comme ça qui sont là depuis un peu longtemps. Par exemple, Michael Aguilar aussi, tu vois, qui défend leur positionnement, qui défend le contenu qu'ils publient. Et ça, c'est juste formidable. Et franchement, je l'écouterai avec grand plaisir. Question avant de se quitter. Moi, j'ai envie de te dire, sur LinkedIn comme ailleurs, on est tributaire des algorithmes. Les algorithmes, ils évoluent. C'est un peu des divas parfois. Comment on fait pour pérenniser un peu son contenu LinkedIn et pour faire en sorte, finalement, de ne pas perdre tout ce contenu qu'on crée, tu vois, une fois par jour. Tu nous racontais que tu postais une fois par jour. Comment est-ce que tu fais pour capitaliser sur cette communauté? Tu vois, ça, c'est quelque chose qui s'est passé sur les dernières années. C'est qu'au bout d'un moment, ta visibilité, elle s'estompe. Mais c'est normal, c'est l'algo, c'est comme ça que le réseau social fonctionne et tous les réseaux sociaux. Et donc, il faut être conscient que même si le jour où vous avez des millions de vues, vous êtes au max et vous en profitez, au bout d'un moment, ça redescend. La courbe chute. Et donc, il faut sans cesse créer un autre canal de distribution avec les personnes qui ont l'habitude de voir et d'engager avec votre contenu, qui va vous permettre derrière de pouvoir garder et créer une communauté. Ça peut être soit créer une newsletter, soit animer un réseau, par exemple sur un autre réseau social, TikTok, Instagram, Facebook ou autre, ou un groupe Facebook, ou encore hyper direct comme un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram. C'est primordial de sortir ces personnes le plus rapidement possible et le plus de personnes possible pour pouvoir, même lorsque vous avez moins de visibilité, pouvoir adresser une audience tout aussi large et tout aussi ciblée que quand vous avez de la visibilité sur LinkedIn. Essayez effectivement de capitaliser aussi sur d'autres plateformes, de vous diversifier, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et effectivement privilégier aussi des plateformes evergreen comme par exemple le podcast. En tout cas, Ruben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te contacter même si on a une idée de la réponse? Uniquement sur LinkedIn, à Ruben Tayeb, T-A-I-E-B, R-U-B-E-N. Et on peut m'envoyer directement un petit message dessus ou par mail sur ruben@lecocon.co et donc sur le site lecocon comme un cocon.co. Et surtout, allez suivre Caroline sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Clubhouse, sur LinkedIn. Elle crée du contenu de fou. C'est incroyable ce qu'elle fait et l'énergie qu'il y met. Et honnêtement, c'est que du plus. Merci Ruben, j'espère que tu vas pas m'envoyer une facture parce que je sais que tu es un influenceur connu. C'était un bonheur en tout cas de te retrouver et puis du coup je vous dis à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt sur Marketing Square. Ciao. Ciao ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.